Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des juristes. Toute l'actualité, évidemment, de la semaine décryptée à travers le prisme du droit. Un podcast préparé, comme chaque semaine, avec Elsa Franz et Camille Sarrazin, en partenariat avec BFM. Vous écoutez et vous regardez le 102e épisode de Quid Juris. Et cette semaine, l'actualité est numérique. Protection des données personnelles, risque de piratage des données de santé notamment, ciblage publicitaire, le problème des algorithmes, le développement de l'intelligence artificielle, la souveraineté numérique de la France, de l'Europe face aux modèles américains et chinois. Autant de questions qui interrogent le droit et nos droits. Pour en parler aujourd'hui, la meilleure invitée possible. Bonjour Marie-Laure Denis. Bonjour Laurent Neumann. Vous êtes depuis février 2019 présidente de la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vous êtes aussi une juriste émérite, vous êtes conseillère d'État. Merci d'abord d'avoir accepté l'invitation de Quid Juris et du Club des juristes. On va parler d'actualité, mais d'abord, c'est la tradition dans Quid Juris. On aime bien, vous savez, faire un peu de pédagogie. Et je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ne savent pas nécessairement ce qu'est la CNIL, qui la compose, quelles sont ses missions. Tiens, je disais, vous êtes présidente de la CNIL, mais j'imagine qu'il y a d'autres membres qui participent au travail de la CNIL. Alors effectivement, à la CNIL, il y a un collège de 18 membres. 17 d'entre eux ne sont pas des permanents. Ils ont une activité professionnelle par ailleurs. Et moi, je suis la seule membre permanente du collège. Et ils représentent, en tout cas, ils ont été nommés, ces membres, par le président de la République, le Premier ministre, des personnalités qualifiées, les présidents des plus hautes juridictions françaises, la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Conseil d'État, des parlementaires, les présidents des assemblées. Donc c'est le président du CESE, le président de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs et membre de droit. Donc c'est vraiment une pluralité de profils qui, je trouve, correspond bien à ce que doit être la régulation du numérique qui embrasse des enjeux très divers. Et par exemple, pour étudier un traitement de données du ministère de l'Intérieur, c'est bien de pouvoir croiser les expertises, quelqu'un qui a été dans l'administration, un informaticien, une professeure de droit. On va parler évidemment des missions qui sont les vôtres. Juste un mot sur les moyens dont vous disposez, le budget, les effectifs. Il y a ces membres dont vous venez de parler, mais j'imagine que vous pouvez aussi vous appuyer sur des administrations, des budgets, des services. Tout à fait. On a un budget d'environ 28 millions d'euros et qui, pour l'essentiel, sert à rémunérer pour plus de 90% nos 300 agents qui, eux aussi, ont un profil diversifié, des juristes, mais des ingénieurs, des informaticiens, des designers, des économistes, qui nous permettent aussi d'appréhender en tant que régulateur du numérique, d'essayer d'anticiper les sujets. On a un laboratoire d'innovation du numérique, par exemple, pour réfléchir aux nouvelles tendances, essayer de les décrypter. Alors, c'est le moment où il faut nous expliquer les missions. À quoi sert la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés? C'est quoi vos missions, Marie-Laure Denis? Alors, nos missions, on est un régulateur transversal, contrairement à d'autres régulateurs sectoriels, de l'énergie, de l'audiovisuel, des télécoms, un régulateur transversal de la donnée. Et on est aussi une autorité qui cherche à protéger les droits. Nous tous, on se rend pas toujours compte qu'on a des droits sur nos données, le droit à ce qu'elles soient effacées, à ce qu'elles soient supprimées, par exemple. Et nos missions, elles sont variées. On a à la fois des missions de sensibilisation et d'information des différents publics. On a des missions, on nous prend uniquement souvent comme le gendarme de la protection des données parce qu'on a des compétences répressives. Oui, pour prendre un exemple, vous n'êtes pas l'ARCOM des données ou de l'informatique. C'est beaucoup plus large que ça, en fait. En tout cas, c'est très large dans la mesure où il y a des traitements de données à peu près partout. Et donc, on a des leviers d'action très diversifiés. On fait beaucoup d'accompagnement des pouvoirs publics, ce qui se sait peut-être pas assez. C'est-à-dire que la CNIL rend une centaine d'avis par an sur des projets de décret, des projets de loi pour dire là, tel traitement de données, attention, il y a des problèmes de sécurité, il ne faut pas que tout le monde y accède, etc. Le Parlement, on est auditionné 20 à 30 fois par an auprès du Parlement. On va en parler parce qu'il y a des sujets d'actualité, d'ailleurs, où on va voir que la CNIL joue un certain rôle. Juste une question pour éclairer ceux qui nous écoutent. Qui peut se saisir la CNIL? Est-ce que d'ailleurs la CNIL peut s'auto-saisir d'un sujet? Est-ce que moi, demain, je peux appeler la CNIL en disant « j'ai besoin de vous » ?
Tout à fait. Et on essaye de répondre présent. Ça sera une plainte parmi les 20 000 qu'on reçoit 20 000 par an. 20 000 plaintes par an. Avant la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données il y a 7 ans, la CNIL recevait environ 7 000 plaintes par an. Donc on voit qu'il y a vraiment une sensibilisation accrue de nos concitoyens aux enjeux de protection des données. Et la CNIL peut naturellement et doit même s'autosaisir indépendamment des plaintes qu'elle instruit en fonction des problématiques qui lui sont remontées ou qui lui paraissent importantes. Alors vous l'avez dit, la CNIL rend des avis, émet des recommandations, mais elle prononce aussi des sanctions. Avant de vous recevoir, j'ai regardé les chiffres de l'année 2025. Vous avez rendu l'année dernière 259 décisions, dont 83 sanctions, 143 mises en demeure, 31 rappels aux obligations légales, 2 avertissements. C'est quoi les pratiques que sanctionne la CNIL ? Alors, juste avant peut-être d'en venir aux pratiques, je voudrais juste dire que la philosophie de la CNIL, en ce qui concerne les sanctions, et d'ailleurs il y a un collège spécial qui s'occupe des sanctions, qui est aussi composé de membres du collège de la CNIL, c'est la mise en conformité. On ne cherche pas à sanctionner pour sanctionner. Je disais 20 000 plaintes, vous avez dit un peu plus de 300 procédures répressives par an, ce qui prouve bien que pour l'essentiel de notre activité, on joue les médiateurs, on essaye de ne pas aller à la sanction. Mais parfois, il faut le faire, et les principaux secteurs qui nous accaparent, c'est notamment la surveillance des salariés, par exemple une caméra qui filme en permanence un caissier, ou on l'a beaucoup vu pendant le Covid, des enregistreurs de frappe quasiment sur les claviers des ordinateurs des salariés, même si un employeur a le droit de surveiller le travail de son salarié, mais nous on dit attention, pas de n'importe quelle façon, pas avec des méthodes trop intrusives. Donc il y a la surveillance des salariés, il y a la cyber, on aura peut-être l'occasion d'en parler, beaucoup de sujets de manquement à la sécurité des données, beaucoup de sujets qui concernent aussi le marketing digital, le fait d'être tracé à des fins publicitaires un peu dans tous les actes, dans tout de notre comportement sur Internet. Que dans mon langage à moi, j'appelle le ciblage. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Exactement, mais si, c'est certainement un terme en plus beaucoup plus professionnel et publicitaire. Voilà. Et beaucoup de questions d'accès aux données. Je veux pouvoir accéder à mes données. Je suis un ancien salarié, mon employeur ne veut pas me les donner. C'est ce type de questions. Et aussi un certain nombre de sanctions qui sont traitées dans le cadre de la coopération européenne avec nos homologues, parce que c'est une chose avec positive. Les autres CNIL des 27 avec les pays. autres CNIL, quand un traitement de données concerne plusieurs CNIL. Par exemple, sur les 16 sanctions qu'on a rendues l'année dernière, il y en a 4 pour lesquelles on a demandé l'avis de nos homologues. Et à l'inverse, on a été sollicité sur 9 sanctions au niveau de l'Union européenne. Alors, en regardant ces sanctions, j'ai quand même été frappé par le niveau des amendes que vous prononcez. Plus de 486 millions d'euros d'amendes cumulées l'an dernier. Alors, c'est vrai que ce montant record est lié en partie à 2 sanctions importantes que vous avez adressées. L'une à l'américain Google, l'autre à Chine, aux Chinois, la grande plateforme de consommation, si j'ose dire. Ce sont des amendes administratives, on est bien d'accord, qui interviennent en parallèle des procédures judiciaires qui peuvent par ailleurs exister. Alors on est la seule autorité compétente pour prononcer des sanctions au titre du RGPD, ce qui n'empêche pas effectivement... Le RGPD, c'est le règlement général européen. Sur la protection des données européen, exactement, ce qui n'empêche pas le juge civil d'être saisi, par exemple pour indemniser un préjudice, ou le juge pénal d'engager des poursuites le cas échéant. Et en ce qui concerne les sanctions que vous évoquez, elles correspondaient justement à du ciblage publicitaire qui nous paraissait avoir été fait sans consentement préalable. Et pourquoi des amendes aussi élevées ? Parce qu'en l'espèce... Je rappelle, je vous interromps, mais c'est 325 millions d'euros pour Google, 150 millions pour Chine. C'est à cause de ce qu'on appelle les cookies, donc qui ont été appliqués sans recueillir, j'imagine, le consentement des usagers d'Internet. Et exactement, plus pour l'un des acteurs des mails du ciblage publicitaire entre les mails du compte Google, par exemple, effectivement. Mais pourquoi des amendes aussi élevées ? Parce que d'abord, ce sont des acteurs qui ne peuvent pas ne pas connaître la loi. Le droit. Ensuite, parce que le nombre de personnes concernées est considérable, 53 millions de comptes Google d'un côté, en France, naturellement, et 12 millions, je crois, de visiteurs mensuels sur le site de Chine. Donc, un préjudice, en quelque sorte, pour les personnes qui est plus massif. Et puis, on prononce des sanctions
taxation, toujours en veillant à la proportionnalité de celle-ci. On peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial du groupe auquel appartient l'entité, donc c'est beaucoup. Et on cherche donc la proportionnalité, mais aussi la dissuasion. Il y a un équilibre à trouver parce que notamment pour les très grands acteurs, il faut veiller à ce qu'ils n'achètent pas en quelque sorte leur non-conformité. Il faut que la sanction soit dissuasive par rapport aux gains qu'ils ont attirés. Oui, 150 millions d'euros par exemple pour Chine, comparé au chiffre d'affaires que cette plateforme fait en France, du coup ça relativise le montant de la sanction. Je vous pose la question parce que j'ai vu que Chine disait que la sanction était disproportionnée en l'occurrence et menaçait de former un recours devant le Conseil d'État et la Cour de justice de l'Union européenne. Ça en est où d'ailleurs cette procédure ? Alors les deux acteurs que vous évoquez ont introduit un recours devant le Conseil d'État qui est le juge des décisions de la CNIL. Donc la procédure est en cours. C'est une procédure contradictoire naturellement. Et alors j'ai vu que toutes les amendes prononcées par la CNIL, qu'elles concernent d'ailleurs les acteurs privés ou publics, sont recouvrées par le Trésor public. Et quand je vois le montant de ces amendes, je me dis qu'en fait vous rapportez beaucoup plus à l'État que vous ne coûtez. Alors c'est vrai que pour avoir prononcé, même depuis 7 ans, depuis la mise en œuvre du RGPD, plus d'1 milliard d'euros d'amende, 1 milliard 100 millions d'euros d'amende, je crois que la CNIL est un centre de profit en réalité, plus qu'un centre de coût au regard des 28 millions d'euros de budget que j'évoquais, mais ça n'est en aucune façon notre objectif ou notre vocation. Vous n'êtes pas là pour enrichir l'État. On n'est pas là pour enrichir l'État. La seule chose qui compte pour nous, c'est de protéger la vie privée numérique des Français et d'augmenter le niveau de conformité des acteurs que l'on cherche à réguler. Alors, encore un mot avant de parler de sujets d'actualité. Vous avez cité un mot fondamental, RGPD, le règlement qui consiste à protéger nos données au niveau européen. Pour bien comprendre tout ce qu'on va se dire après, peut-être qu'il faut dire un mot de la philosophie de ce règlement. Comment il a été conçu et comment il s'applique à l'échelle de la France ? Alors, le règlement général sur la protection des données, donc il est entré en vigueur en mai 2018, il s'inscrit en réalité dans le prolongement de la réglementation antérieure, parce qu'il y avait une loi en France, la loi informatique et liberté. Je vous disais que la CNIL avait presque 50 ans, 1978, la loi informatique et liberté aussi, dont les principes, en fait, qui sont des grands principes de bon sens, stables depuis quasiment 50 ans, sont robustes parce qu'elles ne dépendent pas des évolutions, ils ne dépendent pas, ces principes, des évolutions technologiques, en quelque sorte. Il y a une neutralité technologique dans ces principes. Ces principes de bon sens, le premier, c'est la finalité. Ça veut dire qu'on ne collecte des données que pour une finalité particulière. On ne les collecte pas. Il faut avoir une bonne raison de les collecter. Il y a un deuxième principe très important, c'est le principe de minimisation. On ne collecte que les données qui sont nécessaires, justement, pour réaliser la finalité qu'on a définie, parce que sinon, c'est trop intrusif et ça pose des problèmes de sécurité. Et puis, il y a un vrai enjeu, c'est un peu le troisième principe, en quelque sorte, de transparence. Si on veut que les personnes soient informées il faut que les personnes soient informées, justement, de ces traitements pour qu'elles puissent exercer leurs droits sur ces traitements de données. Et leur consentement. Et leur consentement. Mais le RGPD a quand même innové à 2 titres. C'est que d'abord, on est passé d'une démarche de formalité préalable faite auprès de la CNIL, où il fallait faire des déclarations ou demander des autorisations avant le RGPD, à une logique de responsabilisation. Et heureusement, parce que avec l'évolution, le nombre de traitements de données, ça n'aurait pas été adéquat. C'est quoi la responsabilisation ? C'est à vous de vous mettre en conformité. La CNIL peut vous y aider, vous accompagner, vous donner... c'est ce que vous vérifiez. C'est ce qu'on... Voilà. Et à l'inverse, la contrepartie, c'est qu'on a des pouvoirs de sanction beaucoup plus élevés. Et puis l'européanisation dont je vous parlais, avec des sujets qui doivent être définis à l'échelle européenne avec nos homologues. Voilà. Alors ça, c'est la pédagogie. Je voudrais qu'on passe à l'application de ces règles, de ces recommandations, à des sujets, vous allez le voir, qui concernent notre vie quotidienne. Mais ça, c'est la deuxième partie de Quid Juris. Quid Juris, Laurent Neumann reçoit Marie-Laure Denis, présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il y a un mot, Marie-Laure Denis, que vous avez prononcé. C'est le mot cookies. Alors évidemment, tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit, parce qu'en réalité, ces innovations numériques, elles constituent à l'évidence un progrès formidable, mais il y a des dérives, il y a des excès. Certains de ces excès sont inquiétants. Ces traceurs publicitaires qui nous tracent dans notre vie quotidienne, quelle que soit notre activité sur Internet. D'ailleurs, je crois que vous avez publié un article sur le site du Club des juristes. Il y a des domaines où les usagers du net ne savent même pas
quels droits ils ont. Alors, expliquez-nous en quoi la CNIL peut jouer un rôle dans ce domaine absolument utile pour notre vie quotidienne. En fait, effectivement, quand le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur en 2018, il a introduit une notion de consentement beaucoup plus exigeante par rapport à ce ciblage publicitaire, à ces fichiers qui sont déposés sur votre téléphone, sur votre ordinateur pour vous pousser de la publicité. Et en réalité, on s'est retrouvé face à tout un secteur du marketing digital, tous les sites Internet de France, qui n'étaient pas en conformité. Donc, que fallait-il faire alors que l'objectif, c'était, notamment compte tenu de la définition du consentement, notre but, ça a été de faire en sorte que vous puissiez refuser aussi facilement les cookies dès le premier écran de votre navigation sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, qu'on vous propose de les accepter. Alors pour ça, il y avait deux solutions. Soit on disait, le RGPD c'est comme ça, et donc à partir de demain matin, on va vous contrôler, vous sanctionner. Mais ça nous a paru plus intéressant, plus utile, plus efficace pour défendre les droits des personnes et pour être pragmatique, de faire de la concertation avec tous les représentants du secteur du marketing digital, de produire des lignes directrices, ce qu'on a fait en 2020, donc du droit souple pour leur dire voilà comment on voit les choses, voilà un peu quelles sont nos exigences, l'explicitation des règles qui expliquent, de laisser un temps d'adaptation, un délai de 6 mois, parce que ça ne se change pas de jour au lendemain, un site, et puis après de faire des campagnes massives, on en a fait plusieurs centaines de contrôle et de restriction. Donc c'est très emblématique de ce que doit être, à mon sens, un régulateur. Il doit fixer le cap, apporter de la sécurité juridique, expliquer comment le faire et être crédible en matière de dissuasion. Mais vous l'avez dit, tout ça est basé sur la responsabilisation. Il y a la responsabilisation des acteurs d'Internet et puis il y a la responsabilisation aussi des usagers. Or, vous pourrez vous objecter qu'il y a une forme de fatigue du consentement. À chaque fois qu'on va sur un site Internet, il faut prendre le temps d'ouvrir une page, de répondre, de décocher pour dire qu'on ne veut pas donner son consentement. C'est long, c'est rébarbatif, c'est compliqué, c'est pénible. Et bien souvent, vous le savez, les gens passent. Et donc on dit oui, et puis après on se retrouve pistés, tracés, nos données sont vendues. La responsabilité, ou la responsabilisation, c'est bien, mais c'est pas du 100%. Vous avez raison, il faut qu'elle soit individuelle, cette responsabilité, et c'est aussi tout le rôle de la CNIL de faire de la pédagogie, et aussi par les sanctions qu'on a faites, 35 sanctions sur le sujet de plusieurs centaines de millions d'euros et 235 mises en demeure qui n'ont pas toutes été publiques, on sensibilise également les personnes. Et donc, un petit truc très facile, vous allez en haut à droite, ça, en un clic, le continuer sans accepter, ça veut dire je refuse, ça prend très peu de temps. Et vous avez employé un mot très important, c'est le fait de sensibiliser. Avant cette régulation qu'on a faite sur les cookies, il y avait simplement un Français sur 2 qui savait ce qu'était un cookie, sauf sur le plan culinaire peut-être. Aujourd'hui, il y en a 95%. Donc on voit bien que ce type, même si on n'est peut-être pas les seuls responsables, on voit bien que ça a un effet. Et on voit que cette espèce de ménage à 4 entre le régulateur, les régulés, le juge, qui a pu très rapidement être saisi à la fois par la société civile et par les opérateurs qu'on régulait, ce qui prouve qu'on était peut-être sur une bonne ligne de crête en termes d'équilibre. Et ça permet très rapidement, en quelque sorte, d'aboutir, d'avoir fixé un cadre juridique et de s'assurer qu'il est respecté. Parallèlement, il y a une grande angoisse chez les usagers du net, c'est la protection de nos données. Pas seulement nos données numériques quand on va acheter quelque chose sur Internet ou commander un billet de train, mais tout simplement nos données personnelles. Et je pense notamment aux données de santé. On a vu des données piratées chez les mutuelles, les complémentaires de santé, on a vu des hôpitaux qui ont été hackés. Avant de rentrer dans le détail, d'abord une question. Nos données de santé personnelles, elles sont hébergées où ? Elles sont hébergées en France ou chez un opérateur étranger ? On est souverain dans ce domaine ou pas ? Alors, on n'est pas nécessairement souverain, tout dépend... Aujourd'hui, vous me le confirmez, nos données de santé, c'est Microsoft qui s'en occupe ? Alors,
pas. Il faut vraiment distinguer selon les acteurs et selon le contexte. Je répondrai sur Microsoft parce que je vois à quoi vous faites allusion. Mais en gros, la donnée de santé, même le RGPD le dit, c'est une donnée sensible qui mérite une protection particulière compte tenu et avec des exigences de sécurité renforcées. Donc soit les hôpitaux, les mutuelles, la CNAM les hébergent sur des serveurs locaux, soit auprès de sous-traitants qui doivent être certifiés hébergeurs de données de santé avec des exigences de sécurité particulières, ce qui a encore été renforcé par une loi récente en 2024, la loi dite SREN, pour prémunir des accès des gouvernements étrangers. Mais ce à quoi vous faites allusion, je crois, en parlant de l'hébergement sur Microsoft, c'est la question de l'hébergement des données de santé sur la plateforme nationale de données de santé, ou le Health Data Hub en bon français, qui a été créé en 2019. C'est un GIP pour faciliter le partage de données de santé, pour favoriser la recherche. Et là, je ne me trompe pas, c'est bien Microsoft. Alors, c'est bien Microsoft Azure, effectivement, c'est Microsoft qui est d'ailleurs hébergeur de données de santé, qui est certifié, qui héberge les données en France ou en Europe, et c'est pas des données en clair, mais la CNIL, et c'est le seul secteur pour lequel le législateur a souhaité que la CNIL ait une compétence d'autorisation pour les recherches en santé, la CNIL a dit très clairement au gouvernement qu'elle n'autoriserait pas le transfert, quand c'était nécessaire, de l'ensemble des données de santé des Français sur Microsoft pour des raisons de souveraineté. Et du coup, vous me confirmez que d'ici la fin 2026, il y aura une plateforme souveraine française, j'imagine, qui sera chargée d'héberger nos propres données de santé. En tout cas, effectivement, le gouvernement, conscient des enjeux, et avec beaucoup de parlementaires aussi qui ont été engagés sur le sujet, le gouvernement a lancé un appel d'offres pour que, à la fin de l'année, ces données soient hébergées de façon souveraine, et surtout qu'on se prémunisse des accès que les autorités, que les services étrangers hors Union européenne peuvent chercher à avoir, ce qui peut compromettre vos données individuelles, mais pose aussi des enjeux économiques et scientifiques, naturellement. Alors, il n'y a pas que la protection des données, il y a aussi la protection de nos hôpitaux, par exemple. C'est ce qu'on appelle la cybersécurité. J'ai vu que ça s'améliorait dans ce domaine parce que les hôpitaux constituaient 11% des cibles de ce qu'on appelle les rançongiciels. Ça ne représente plus 4%. C'est le panorama de la cybermenace 2024 qui dit ça. Ce panorama, il est fait par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. L'ANSSI et la CNIL, vous travaillez ensemble sur ces sujets-là ? On travaille tout à fait ensemble sur ces sujets, et très bien. D'ailleurs, ça a un lien avec la santé. On travaille en ce moment à finaliser une recommandation sur le dossier patient informatisé. Vous voyez, ensemble avec l'ANSSI, comme sur beaucoup de sujets. Quand on fait des recommandations cyber, elles sont en général coordonnées avec l'ANSSI. Le constat est celui que vous établissez. Moins de rançongiciels, de données chiffrées en quelque sorte contre lesquelles il faut payer une rançon. Moins d'incidents dans le domaine de la santé, mais globalement quand même plus de fuites de données en général et plus de fuites de données de santé également. Et le rôle de la CNIL, pour que nos auditeurs ou téléspectateurs le cernent bien, ça consiste... D'abord, on a un bon panorama de la menace parce que le RGPD oblige à des notifications auprès de la CNIL. On en a reçu 6500 l'année dernière. Et nous, notre rôle, c'est dans ces cas-là de dire à l'administration ou à l'entreprise qui nous saisit, là, vous devez informer vos usagers, vos clients, pour qu'ils se prémunissent contre des tentatives d'hameçonnage ou d'usurpation d'identité, par exemple. Oui, parce que je parle des hôpitaux, mais en fait, la menace cyber, elle concerne chacun d'entre nous, elle concerne les entreprises, elle concerne les institutions publiques. On peut dresser d'ailleurs un panorama de cette menace cyber en France. C'est à quoi on est exposé concrètement ? En tout cas, l'ANSSI publie régulièrement un état de la menace cyber dans un contexte où les hackers malveillants deviennent de plus en plus professionnels, ne serait-ce que d'ailleurs aussi avec l'intelligence artificielle. Ça permet d'industrialiser les attaques, de baisser le coût en quelque sorte de celles-ci, et également le niveau de compétence en réalité des hackers. Et puis on est dans un contexte géopolitique également. Alors justement, vous parlez du contexte géopolitique, il y a la guerre
guerre en Ukraine, au Moyen-Orient. Laure Bécaud, la procureure de la République de Paris, fait même de l'ingérence étrangère l'une des grandes menaces qui pèsent sur la France, dit-il, notamment la cybercriminalité. Et le parquet de Paris traite en ce moment plusieurs dizaines d'affaires, sans compter une vingtaine d'affaires qui ont été confiées à la DGSI, la direction du renseignement intérieur. On se souvient tous de ce qui s'est passé à la Poste, par exemple, qui pendant quelques jours a été totalement bloqué par des hackers pro-russes de No Name. Est-ce que la CNIL joue un rôle? Est-ce que la CNIL peut être utile, par exemple, dans les enquêtes, dans la partie judiciaire? Ou est-ce qu'au contraire, votre rôle, c'est plutôt d'intervenir après, quand quelqu'un a été victime? Alors, il peut nous arriver d'être saisi de réquisitions pour donner des informations effectivement à la justice, mais fondamentalement, la CNIL, elle s'intéresse assez peu, parce que d'autres le font, à l'origine des menaces cyber. En revanche, elle intervient en amont en faisant beaucoup de pédagogie sur le sujet. Je vous donne un exemple très concret. Nous, on s'est aperçu, puisqu'on a quand même un bon panorama de la menace, que les violations de données concernant les très grosses bases de données avaient considérablement augmenté, les bases de données de plus d'1 million de personnes. On nous en a notifié 45 l'année dernière, c'était 35 l'année d'avant, c'était 2 fois plus que l'année d'avant, etc. Et donc le collège de la CNIL a dit, on n'a pas tiré toutes les conséquences de l'essor du télétravail suite à la crise Covid sur la vulnérabilité des accès à distance à des grandes bases de données, et donc on a laissé un temps d'adaptation, et à partir de janvier de cette année, il y a des contrôles qui sont en cours. On contrôle le fait qu'il y ait une authentification multifacteur, qu'on s'authentifie pas simplement avec son identifiant et son mot de passe qui peuvent être facilement compromis, mais aussi, par exemple, avec un SMS, enfin, un code reçu par SMS, aux grandes bases de données de plus de 1 million de personnes. Donc on fait ça, comme je vous l'ai dit, on informe, on veille à ce que les personnes soient informées de leurs menaces, et la cyber, ça correspond à 1/3 de nos contrôles et 1/4 de nos sanctions. Vous avez vu France Travail, 5 millions d'euros récemment, un grand opérateur téléphonique, 42 millions d'euros. Mais j'insiste juste sur un point, il n'y a pas de risque zéro. Les entreprises, les administrations, elles sont victimes aussi de ces attaques. Et donc, ce qu'on sanctionne, c'est la négligence. C'est d'avoir laissé la clé sur la porte ou la baie vitrée grande ouverte. L'autre grand sujet, vous l'avez évoqué, c'est l'intelligence artificielle. Ça fait partie aussi de vos missions, parce que là, on voit bien aussi progrès incontestable, mais les risques paraissent évidents. Qu'est-ce que la CNIL fait ou peut faire dans ce domaine ? Alors, effectivement, il ne s'agit pas d'avoir un discours alarmiste sur l'intelligence artificielle qui est pleine de promesses, notamment pour la recherche médicale, mais en même temps d'alerter... Elle est pleine de dangers aussi. Exactement. Donc, notre rôle, c'est aussi d'alerter sur un certain nombre de risques, parce que l'intelligence artificielle, elle est entraînée avec une quantité colossale de données. Mais juridiquement, il y a des principes que vous opposez à tous ces géants de la tech qui développent cette intelligence artificielle ? Alors justement, l'Europe a adopté un règlement sur l'intelligence artificielle qui confie, en tout cas le gouvernement français a confié, sous réserve de l'accord du Parlement, mais c'est en train d'être débattu et en bonne voie, des missions à la CNIL. La CNIL sera chargé de veiller notamment à ce qu'il n'y ait pas d'usage interdit de cette intelligence artificielle, de la notation sociale, par exemple la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou dans les établissements scolaires, de la police prédictive. La CNIL sera aussi en charge, elle est déjà en charge de ça, la CNIL sera aussi en charge d'être ce qu'on appelle une autorité de surveillance de marché. C'est une approche par les risques pour les secteurs pour lesquels les usages peuvent être les plus à risque, l'emploi, l'IA, le régalien, la répression. Vous avez identifié d'ailleurs des nouveaux risques liés spécifiquement à cette intelligence artificielle générative ? Oui, c'est un changement de degré par rapport aux algorithmes classiques, plus que de nature. Des arnaques qui sont plus massives, plus crédibles, plus rapides. Le risque qu'il y a une absence de contrôle humain, des biais, de la discrimination, des deepfakes, par exemple, c'est un peu le problème. Je peux vous donner un exemple sur l'articulation, il me paraît très frappant. Meta a dit qu'elle, pour développer son intelligence artificielle, elle allait, après l'avoir fait aux États-Unis et ailleurs, s'entraîner avec les données
données des Européens sur ces différents services. Voilà. Et nous, on leur a dit, si vous faites ça, c'est possible, parce que nous, on n'est pas opposés, justement. On a fait une douzaine de fiches pratiques pour les développeurs d'IA en leur disant, vous pouvez collecter beaucoup de données, c'est votre intérêt légitime pour le faire, mais il faut que vous en informiez les personnes, il faut que vous leur donniez, je pense pour Meta, que si vous le faites, vous leur donniez la possibilité de s'opposer à ce que leurs données soient utilisées pour le traitement de données, et ce que Meta a fini par faire, après avoir menacé pendant un an de ne pas développer son IA, de ne pas offrir des services d'IA en Europe. Il se trouve que cette année, la France a pris la tête du G7, que le G7 se réunira en juin prochain en France, et je crois savoir qu'il y a un G7 numérique que vous allez présider avec les équivalents de la CNIL dans les 6 autres pays membres de ce G7. L'intelligence artificielle, ça va être au menu, au débat ? Oui, tout à fait. Alors, il faut bien le dissocier du G7 des ministres du numérique. Évidemment. Qui ne relève pas de la CNIL, qui est organisée par l'État français. Et la CNIL organisera et accueillera le G7 en juin des autorités de protection des données des pays du G7. Et on va s'intéresser notamment à l'IA agentique. On parlait des risques de l'IA. Tout le monde parle d'IA générative aujourd'hui, mais dès aujourd'hui ou demain matin, il y a la question des agents IA, ces assistants en quelque sorte personnels à qui vous allez dire merci de me réserver un restaurant avec 5 amis, qui va avoir accès à vos contacts, qui va avoir accès à votre carte bancaire, et ça rend les sujets de protection des données personnelles et de vie privée d'autant plus importants. C'est un des sujets qui sera abordé dans le cadre de ce G7. 2 sujets d'actualité encore, Marie-Laure Denis. D'abord, la question des réseaux sociaux. Il y a une proposition de loi qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 26 janvier. Le texte vient d'ailleurs d'arriver au Sénat. Le Sénat est en train de l'étudier. Ce texte vise à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, dans un contexte, je ne vous apprends rien, mais d'inquiétude croissante sur la santé mentale des mineurs. La CNIL a été sollicitée sur ce texte. Est-ce que, à titre personnel, vous trouvez que c'est une bonne idée d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? Alors, la CNIL n'a pas été sollicitée officiellement, et c'est normal, parce que c'est plutôt le rôle du régulateur de l'audiovisuel et de la Commission européenne, mais on a été auditionné par le Parlement, à titre personnel, mais donc comme ça n'est pas de la compétence directe de la CNIL, mais un peu, je vous dirai pourquoi, je vous donne mon opinion personnelle. Moi, je pense que je comprends l'intérêt de cette mesure, parce que je trouve que, vous l'avez dit, les méfaits sont suffisamment documentés d'une exposition excessive sur les réseaux sociaux pour les adolescents, pour donner un levier, pour en parler en famille, de poser un interdit. Je crois beaucoup au dialogue intergénérationnel sur ces sujets, et également d'éviter que les plus jeunes, parce qu'il y a toujours des mesures de contournement possibles, comme dans toute législation qui interdit, d'éviter que les plus jeunes puissent quand même avoir accès aux réseaux sociaux. En Australie, cette loi a déjà été votée. Les sanctions sont tellement énormes que ça marche. Il y a 5 ou 6 millions de comptes qui ont déjà été supprimés parce que, et ça fait écho à ce que vous disiez au début de notre échange, les sanctions sont terriblement dissuasives. Mais je vois bien le sujet. Derrière cette idée, on peut être pour, on peut être contre. J'entends que vous y êtes plutôt favorable. Mais la question, c'est la vérification de l'âge. Comment procède-t-on pour vérifier que l'usager a plus ou moins de 15 ans ? J'imagine que l'autorisation des parents ne suffit pas. Vous suggérez quoi ? Alors, d'abord, c'est pas à la CNIL de suggérer. Encore une fois, ça sera l'ARCOM et la Commission européenne et aux responsables de traitement de données, aux grandes plateformes, de voir ce qu'elles proposent. Mais je vais vous donner un exemple. Le rôle de la CNIL, ça sera de vérifier que ces solutions de contrôle de l'âge, elles soient respectueuses de la vie privée. Et c'est très important qu'elles le soient, ne serait-ce que si on veut que ces mesures soient efficaces, parce qu'il faut que les gens aient confiance. Et si on demande toute leur carte d'identité à donner à des grands opérateurs étrangers, par exemple, ou même des méthodes encore plus intrusives, naturellement, ça posera un problème. On commence à appliquer ça, par exemple, pour ceux qui fréquentent les sites pornographiques. C'est l'exemple que j'allais prendre. Donc, c'est possible. Et oui, et d'ailleurs, c'est le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, quand il s'est agi de concilier la protection de la vie privée, parce qu'il ne fallait pas un fichier des personnes qui consultent les sites pornographiques, et la nécessaire protection des enfants, qui a préconisé ce système qui a été adopté, dit de double anonymat, où il y a un tiers de confiance qui s'interpose entre le site et l'utilisateur, avec efficacité, puisque l'ARCOM a révélé qu'il y avait, l'année dernière, les 12-17
17 ans passaient 40% de moins de temps, en tout cas sur les sites pornographiques. Mais on peut s'étonner quand même, parce que franchement, la vérification de l'identité, ça arrive tous les jours. Un bureau de tabac n'a pas le droit de vendre des cigarettes à un mineur. Un cafetier n'a pas le droit de vendre de l'alcool à un mineur. On ne laisse pas rentrer n'importe qui dans un casino. Pourquoi est-ce qu'il est possible de faire dans la vie réelle? Juridiquement, c'est compliqué dès qu'on est sur Internet. Parce que les exemples que vous avez pris, la caissière, le tenancier du bar, etc., il ne garde pas votre carte d'identité, il ne va pas avec des machines estimer l'âge de votre visage, voire davantage. Mais je pense que l'interdiction, ce n'est pas la réponse à tout. Je pense qu'il faut vraiment continuer à sensibiliser. La CNIL mène des actions auprès de 8000 mineurs, par exemple, chaque année. Elle essaye de produire des ressources. Par exemple, on a lancé il y a quelques semaines une application mobile gratuite. Je suis allé la voir. Phantom App, c'est ça ? Exactement, Phantom App, qui est téléchargeable et qui vise à donner des solutions très pratiques dans la navigation sur les réseaux sociaux. Est-ce que mon mot de passe est robuste? Comment je floute mon profil? Qui, dans des situations compliquées de harcèlement ou autres, donne des passerelles directes avec les plateformes ou avec la CNIL ou avec e-enfance, et qui leur dit qu'ils ont des droits sur leurs données. Encore un mot, parce que évidemment on approche de la fin, mais il y a une autre proposition de loi qui concerne la lutte contre la fraude sociale, la fraude fiscale. Je crois savoir que ce texte prévoit de décloisonner les échanges d'informations. Et là, tout à coup, on se dit, si on peut avoir accès à nos données fiscales, bancaires, immobilières, nos données de santé, ça risque de poser problème. Même question que sur le sujet d'avant. Vous avez été consulté, on vous a demandé votre avis sur ce projet? Alors, on a été consulté sur certaines de ces dispositions qui nous concernaient, pas sur les amendements, mais naturellement. C'est un texte assez classique. Il y a beaucoup de textes sur la lutte contre la fraude. Certains disent même qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité sur ce texte. Alors ça, c'est pas à moi de me prononcer dessus. C'est un objectif de valeur constitutionnelle, en tout cas la lutte contre la fraude, qu'il s'agit de concilier avec le droit à la protection de la vie privée. L'enjeu pour nous, c'est de calibrer les finalités de ces dispositifs de lutte antifraude et leur proportionnalité. Donc, quel type de fraude, quelles données, et surtout limiter les accès. Par exemple, vous parlez de fraude fiscale. Pour nous, il est très important que les 95 000 à peu près agents de la Direction générale des finances publiques n'aient pas accès au dossier de tous les contribuables, ou que les 65 000 agents des caisses primaires d'assurance maladie n'aient pas accès à tous les données des personnes qui doivent se voir attribuer des prestations. Mais le cadre législatif permet déjà beaucoup de choses, et peut-être qu'il y a aussi une question de ressources, et c'est important aussi que ce cadre il soit lisible et stable. Un dernier mot presque philosophique. On voit bien en vous écoutant que c'est un domaine où on a besoin de règles, on a besoin de recommandations, on a besoin de contrôle et donc de sanctions. Mais vous entendez cette petite musique, tous les opérateurs du secteur disent « mais non, il y a trop de règles, il y a trop de normes, ça suffit, tout ça c'est contre l'innovation ». On peut, faire les deux en même temps, à la fois fixer des règles sérieuses et en même temps laisser à l'innovation le droit de se développer tranquillement. C'est absolument indispensable. D'ailleurs, la philosophie de la CNIL, c'est de promouvoir une innovation qui soit responsable, mais autant le faire le plus en amont possible. On a parlé d'IA, il y a bien d'autres facteurs que le supposé retard lié à la régulation qui explique le retard en matière d'IA. Mais pardon, je vous interromps, on a l'impression quand même, en regardant l'actualité, y compris d'ailleurs la vôtre, les sanctions que vous prononcez, que les opérateurs de la tech, ils sont souvent en avance d'une loi. Le législateur fait son travail au niveau européen, au niveau national, mais les opérateurs, les grands, les GAFAM, comme on dit, ils vont plus vite que le législateur. Oui, mais comme dans beaucoup de secteurs, je trouve que ça ne décrédibilise pas la régulation, qui en plus est une régulation sur les principes, donc qui n'est pas conditionnée à un élément d'actualité. Moi, je pense que la régulation, elle apporte de la sécurité juridique, parce que si on veut qu'il y ait des investissements, par exemple, sur l'IA, il ne faut pas que tout se règle dans les tribunaux, parce qu'il y a des responsabilités. Si vous avez une voiture autonome qui fait des morts avec de l'intelligence et qui fonctionne avec de l'intelligence
artificielle, il vaut mieux avoir posé des règles en amont. Après, les Français, ils ont une attitude ambivalente par rapport à l'innovation. À la fois, ils cherchent à l'accaparer, et on le voit, on est tous sur de l'IA générative et autres, et en même temps, ils ont une certaine défiance. Et donc, tout le rôle de la CNIL, c'est de jouer ce rôle de tiers de confiance. Ça me paraît important, d'être dans la pédagogie, justement. Je retiens ce mot, on est tous un peu ambivalents avec toutes ces nouvelles technologies. Mille merci Marie-Laure Denis d'être venue répondre à nos questions dans Quid Juris. Je vous rappelle que ce podcast Quid Juris est disponible sur la plateforme de notre partenaire BFM, sur toutes les plateformes de streaming et bien sûr sur le site du Club des juristes. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour le 103e numéro de Quid Juris. Bonne semaine à tous.